Mon voisin a frappé à 5 heures du matin. Il avait l'air terrifié. N'allez pas au travail aujourd'hui. Faites-moi confiance. J'ai demandé pourquoi. Il a juste dit que je comprendrais à midi. À 11h30, la police a appelé. J'étais la principale suspecte dans une fraude de 5 millions d'euros que je n'avais pas commise. Ma vie était sur le point de basculer, et tout cela, à cause de ma propre famille. Avant de vous raconter en détail cette journée qui a détruit absolument tout ce que je croyais savoir, j'aimerais prendre une seconde pour vous saluer. Votre soutien est incroyablement important. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous m'écoutez en ce moment. Et quelle heure est-il chez vous? C'est fascinant de voir à quel point notre communauté est mondiale. Maintenant, revenons à ce matin-là. Il faisait encore nuit noire. Le genre de nuit lyonnaise d'octobre, froide et humide, où le silence de l'aube n'est rompu que par le passage lointain du premier tramway. 5h02 du matin. C'est l'heure exacte que mon réveil affichait lorsque les coups ont résonné contre ma porte d'entrée. Ce n'était pas un toc-toc poli. Ce n'était pas un voisin demandant du sucre. C'était un martèlement sourd, désespéré, comme si quelqu'un utilisait le plat de sa main, avec urgence. J'ai glissé hors de mon lit, mon cœur battant déjà la chamade. Le parquet en chêne massif, habituellement si élégant, était glacial sous mes pieds nus. J'ai attrapé mon peignoir en soie, une habitude de confort dans ma vie parfaitement ordonnée. Qui pouvait bien oser? J'ai traversé mon grand salon, les meubles design n'étant que des ombres dans la pénombre. J'ai regardé par l'œilleton, m'attendant à voir la police, ou peut-être un voisin ivre. Ma confusion s'est transformée en pure irritation. C'était Marius. L'homme qui s'occupait des jardins de la copropriété. Je vivais dans cet immeuble haussmannien chic du 6e arrondissement depuis 3 ans. Marius, je le voyais presque tous les jours. Un homme d'une 60aine d'années, le visage buriné par le soleil, le dos voûté, les mains perpétuellement couvertes de terre. Il vivait dans le petit appartement du rez-de-chaussée, autrefois loge du concierge. En 3 ans, nos échanges s'étaient limités à des « bonjour, madame » et des « le temps se rafraîchit, n'est-ce pas ?» Là, il était sur mon paillasson immaculé, en pyjama de flanelle usée et bottes en caoutchouc couvertes de boue. Ses cheveux gris étaient en bataille, et il tremblait, soit de froid, soit de peur. Il sentait la terre humide, la panique. J'ai ouvert la porte de quelques centimètres, la chaîne de sécurité en laiton bien en place. « Monsieur Marius ?» Ma voix était tranchante. Je n'aimais pas être dérangée. « Vous vous rendez compte de l'heure qu'il est ?» Il s'est avancé, pressant presque son visage contre l'entrebâillement. Ses yeux, habituellement si calmes, étaient exorbités. « Madame Alix. Je vous en supplie. Écoutez-moi. N'allez pas au travail aujourd'hui. » J'ai failli lui rire au nez. « Pardon ? Je suis avocate, monsieur Marius. J'ai une réunion capitale ce matin avec la direction du cabinet. » La réunion n'a pas d'importance, a-t-il insisté, sa voix un murmure rauque et urgent. Rien n'a d'importance sauf ça. Restez chez vous. Verrouillez votre porte. S'il vous plaît. Je vous en supplie, faites-moi confiance. Juste pour aujourd'hui. L'irritation montait. J'étais Alix Bernardo, 33 ans, avocate junior chez Bernardo et Associés. Le cabinet de ma famille. Ma vie était régie par la logique, les faits et les échéances. Pas par les divagations nocturnes d'un jardinier. Écoutez, je ne sais pas à quoi vous jouez, mais... C'est à propos de votre père, m'a-t-il coupé. Le nom. Le nom de mon père, Armand. Dans la bouche de cet homme. Une vague de honte et de colère m'a submergée, si intense que j'ai eu la nausée. Mon père. Le mouton noir. L'alcoolique. Le raté qui était mort 3 mois plus tôt d'un AVC, me laissant seul avec le poids de son échec. Ma voix est devenue glaciale. N'osez pas. N'osez jamais prononcer son nom devant moi. Mon père n'a rien à voir avec vous, ni avec mon travail. J'allais refermer la porte. Mais il a posé sa main sale sur le bois. Des larmes ont rempli ses yeux. De vraies larmes de terreur. Vous ne comprenez pas, a-t-il sangloté. C'est lui. Armand. C'est lui qui m'a fait promettre.
Il m'a dit que ce jour viendrait. Il m'a dit que vous seriez en danger. Quel jour? Quel danger? Vous êtes fou. Il a secoué la tête, incapable de formuler les mots. Il a jeté un regard terrifié vers l'ascenseur au bout du couloir. Je ne peux pas. Pas ici. Ils écoutent peut-être. S'il vous plaît, Alix. Restez chez vous. Vous comprendrez à midi. Quoi qu'il arrive, n'ouvrez à personne avant midi. Il m'a regardé une dernière fois, un regard de pur désespoir. Puis il s'est retourné et a presque dévalé les escaliers de service, ses bottes claquant sur le marbre. Je suis resté là, la main sur la chaîne de sécurité. J'ai refermé la porte, et j'ai tourné le verrou. Mon cœur battait à tout rompre. J'étais énervée. J'étais confuse. Mais plus que tout, pour la première fois depuis des années, j'avais peur. J'ai regardé l'horloge. 5h10, j'étais irritée. Mais une graine de peur venait d'être plantée. Une graine qui allait dévorer ma vie avant la fin de la journée. Je me suis dirigée vers ma cuisine high-tech, mais pas résonnant dans le silence de mort de l'appartement. J'ai appuyé sur le bouton de ma machine à expresso. Le bruit du broyeur m'a fait sursauter. J'avais besoin de logique. J'avais besoin de faits. L'avertissement de Marius était insensé. Mais il avait mentionné mon père. Je me suis adossée au comptoir en marbre froid, regardant la ville s'éveiller. Cet appartement. Un 3 pièces impeccable sur le quai de Grande-Bretagne. C'était le symbole de ma réussite. La preuve que j'avais surmonté la honte d'être la fille d'Armand Bernardo. Et c'était ma tante Hélène qui me l'avait offert. Enfin, elle m'avait facilité le prêt. Hélène Bernardo. La sœur de mon père. La grande matriarche du cabinet. Mon idole. Je me suis souvenu d'un dîner de Noël, il y a des années. J'étais adolescente. Hélène portait un tailleur-pantalon d'une blancheur éclatante, un verre de champagne à la main. Elle dominait la pièce. Les hommes d'affaires, les juges, les politiciens, tous gravitaient autour d'elle. Elle a levé son verre, à la famille. Le sang. La seule chose qui compte vraiment. Son regard s'est posé sur moi, par-dessus la tête de mon père qui était déjà avachi dans son fauteuil. Je me suis sentie choisie. Validée. Et puis, il y avait mon père. Armand. Je me suis souvenu de la dernière fois que je l'avais vu, une semaine avant sa mort. Dans son minuscule studio sentant le vin bon marché et le regret. Ses mains tremblaient. Ne leur fais pas confiance, Alix, m'avait-il dit, ses yeux tristes et embués. Surtout pas à elle. Elle n'est pas ce que tu crois. C'est un poison dans un joli flacon. Je l'avais pris pour le délire d'un homme brisé. Un alcoolique jaloux du succès de sa sœur. Je lui avais donné un billet de 50 € et j'étais partie, dégoûtée. Maintenant, les paroles de Marius et le souvenir de mon père se télescopaient. J'ai repensé à ces dernières semaines. Était-ce juste de la paranoïa? Il y a 2 semaines, Hélène m'avait convoqué dans son immense bureau d'angle, celui qui surplombait tout Lyon. Alix, ma chérie, avait-elle dit, son sourire rare illuminant son visage. Nous procédons à un audit interne de nos systèmes informatiques. Une simple formalité. Mais avec la nouvelle réglementation, c'est un cauchemar. Elle avait posé sa main sur la mienne. J'aurais besoin de tes identifiants de connexion. Juste pour quelques jours. Pour que les techniciens puissent vérifier la conformité de ton poste. Tu es la seule en qui j'ai une confiance absolue pour ça. Je ne veux pas que les associés seniors soient dérangés. J'avais rougi de plaisir. La seule en qui elle avait confiance. Bien sûr, tante Hélène. Je les lui avais écrit sur un post-it de son bureau. Mon mot de passe. Le même que j'utilisais pour tout. Et puis, il y avait eu l'appel de ma jeune sœur, Soline, la semaine dernière. Soline, qui vivait à Montréal. Elle avait toujours été la fille à papa. Alix, ça ne colle pas, avait-elle dit, sa voix tendue. Un AVC? Si soudain? J'ai appelé l'hôpital, ils ont dit qu'il n'y avait pas eu d'autopsie. Et Hélène qui s'est occupée de l'incinération avant même que je puisse prendre un avion? Soline, arrête ta paranoïa, avais-je répondu, agacée. Papa buvait.
C'était inévitable. Hélène s'est occupée de tout pour nous épargner les détails sordides. Tu devrais la remercier. J'avais raccroché. Maintenant, debout dans ma cuisine, le café amer me brûlant la langue, je n'étais plus si sûre. L'audit. Les mots de passe. L'incinération rapide. L'avertissement terrifié de Marius. Et les derniers mots de mon père, un poison dans un joli flacon. Mon cerveau d'avocate, mon cerveau logique, me hurlait d'aller travailler. De ne pas laisser des coïncidences et des délires ruiner la réunion la plus importante de ma carrière. Mais une petite voix, une voix que j'avais enterrée sous des années de honte, me glaçait le sang. Il était 7h30. Je devais prendre une décision. J'ai fixé mon téléphone. D'un côté, ma carrière, ma logique, ma vie entière bâtie sur l'admiration pour Hélène. De l'autre, l'avertissement d'un jardinier paniqué et le souvenir d'un père que j'avais méprisé. C'est l'image des yeux de Marius qui l'a emporté. La terreur pure. On ne peut pas feindre une telle terreur. J'ai composé le numéro de la ligne directe de Véronique, ma supérieure, la chef du département contentieux. Véronique était le bras droit d'Hélène. Efficace, froide, sans pitié. Ma voix tremblait, et je détestais ça. J'ai essayé de la rendre rauque. Véronique ? Bonjour, c'est Alix. Écoutez, je suis horriblement malade. Malade ? Le mot est tombé comme un coup près. Oui, je crois que c'est une intoxication alimentaire. Foudroyante. J'ai passé la nuit aux toilettes. Je ne tiens pas debout. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Un silence si lourd que je pouvais l'entendre peser. Alix, dit enfin Véronique, sa voix détachée, vous savez pertinemment que vous avez votre déjeuner stratégique avec Madame Hélène à midi. C'est impardonnable. Je sais, ai-je gémi, jouant la comédie du mieux que je pouvais. La culpabilité me rongeait. Mentir. À Hélène. Je suis au-delà du désolé. Je ne peux vraiment pas bouger. Dites-lui que je suis dévastée. Dites-lui que je l'appellerai dès que je pourrai me lever. Très bien, dit-elle sèchement. Remettez-vous. Et elle a raccroché. J'ai lâché mon téléphone. J'ai regardé l'heure. 7h32, et maintenant, l'attente. Les heures qui ont suivi ont été les plus longues, les plus angoissantes de toute mon existence. Je n'ai pas allumé la télévision. Je n'ai pas mis de musique. Je suis restée assise sur mon canapé, en peignoir, à écouter le silence de mon appartement. Chaque minute était une torture. Le tic-tac de l'horloge Louis XVI dans l'entrée. Tic-tac. Tic-tac. C'était comme un marteau frappant sur un clou. Le hum du grand réfrigérateur américain. Un grognement sourd, menaçant. Le bruit de l'ascenseur dans le couloir. Ding. J'ai sursauté, mon cœur s'emballant. Mais les pas se sont éloignés. 9h, j'aurais dû être à mon bureau, préparant mes dossiers. J'imaginais Véronique informant Hélène. J'imaginais la déception, la colère froide de ma tante. 10h, la culpabilité s'est transformée en une certitude idiote. Je suis une imbécile. Une paranoïaque. J'ai écouté un vieux fou et le souvenir d'un ivrogne. J'ai ruiné ma carrière. Hélène ne me pardonnera jamais cet affront. 11h, j'ai pris mon téléphone. C'en était assez. J'allais appeler Hélène. M'excuser platement. Inventer une guérison miracle. Dire que j'arrivais pour le déjeuner. Ma main tremblait en cherchant son numéro. J'étais pathétique. 11h15, j'allais appuyer sur le bouton « Appeler ». J'ai posé mon pouce sur l'écran. 11h30, mon téléphone a vibré dans ma main, si fort qu'il m'a presque échappé. Ce n'était pas Hélène. Numéro masqué. Mon cœur n'a pas fait un bond. Il s'est arrêté. L'air a été aspiré de mes poumons. Le silence dans l'appartement était total, à l'exception de cette sonnerie stridente et agressive. C'était ça. Midi. J'ai laissé sonner. Une fois. 2 fois. 3 fois. Ma main tremblait. J'ai décroché. J'ai porté le téléphone à mon oreille, mais je n'ai rien dit. Madame Alix Bernardo ?
La voix était grave, professionnelle. Masculine. Une voix qui n'avait rien à vendre. Une voix qui annonçait des faits. Ma gorge était si sèche que j'ai à peine pu répondre. Oui, c'est moi. Ici l'inspecteur Riva, de la police judiciaire de Lyon. Police. Judiciaire. Les mots flottaient dans l'air. Mon sang ne s'est pas glacé. Il s'est évaporé. Nous sommes actuellement dans les locaux du cabinet Bernardo et Associés, a continué la voix, calme, méthodique. Il y a eu un incident très sérieux ce matin, madame. Nous avons des raisons de croire que vous êtes impliquée. Mon esprit s'est emballé. Marius avait raison. Un danger. Un incident? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Un incendie? L'inspecteur a eu un petit rire sec. Un rire qui n'avait rien d'amusant. Un incendie? Non, madame. Bien pire. Nous enquêtons sur une fraude de plusieurs millions d'euros. Et pour l'instant, c'est votre nom qui est écrit en gros, partout. Ma première réaction, en tant qu'avocate, a été la défensive. Un réflexe. Une fraude? Je ne comprends pas. De quoi parlez-vous? Je suis malade, chez moi. Je n'ai pas bougé de la journée. C'est drôle, dit l'inspecteur Riva, et son ton n'avait plus rien de neutre. Il était devenu froid, accusateur. Pourquoi demandez-vous si c'est un incendie? C'est une question très spécifique. Vous espériez que des preuves aient brûlé, madame Bernardo? Non. Bien sûr que non. C'est juste que, je ne savais pas quoi penser. Alors pensez à ceci, dit-il, et je pouvais presque l'entendre lire un rapport. Ce matin, à 8h02. Une transaction unique de 5 millions d'euros. 5 millions d'euros a été autorisée et virée depuis votre poste de travail. En utilisant vos codes d'accès personnels. Vers un compte non traçable aux îles Caïmans. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. J'ai dû m'asseoir lourdement sur le canapé. Je n'entendais plus que le sifflement de mon propre sang dans mes oreilles. 5 millions. 8h02 du matin. 30 minutes exactement après mon appel pour dire que j'étais malade. Les pièces du puzzle ne se repoussaient plus. Elles s'emboîtaient avec un clic mortel, formant une image hideuse. L'audit. J'ai juste besoin de tes identifiants, chérie. Mon appel maladie. La transaction. Non. Ai-je murmuré, la nausée montant. Non, ce n'est pas moi. C'est impossible. Alors qui? Demanda Riva, sa voix devenant plus dure. Parce que, voyez-vous, nous avons aussi le journal de votre carte d'accès magnétique. Elle a badgé à l'entrée principale du bâtiment à 8h01. La transaction a eu lieu à 8h02. Et la carte a rebadgé en sortie à 8h03. C'est un travail très propre. Très rapide. Presque comme si quelqu'un savait exactement quoi faire, et savait qu'il n'avait que quelques minutes. Quelqu'un qui avait mes mots de passe. Quelqu'un qui avait un double de ma carte d'accès. Quelqu'un qui savait que je ne serais pas à mon bureau. Quelqu'un. Ma tante? Ai-je commencé, mais ma propre voix m'a trahi. C'était insensé. Hélène n'allait pas voler son propre cabinet. C'était absurde. Votre tante, répéta l'inspecteur, soudain très intéressé. Madame Hélène Bernardo? C'est une coïncidence intéressante. Parce que c'est elle qui a signalé la fraude. J'ai cru que j'allais vomir. Le piège. Le piège était parfait. Machiavélique. Elle ne volait pas le cabinet. Elle me piégeait. Elle m'avait demandé mes codes. Elle avait attendu. Mais comment savait-elle que je ne serais pas là? Marius? Marius m'avait prévenu. Est-ce qu'il était complice? Non, son regard. Et si je n'avais pas écouté Marius? J'ai compris. Si j'avais été au travail, Hélène m'aurait convoqué, m'aurait envoyé faire une course. Ou elle aurait créé une diversion. Et la transaction aurait eu lieu. J'aurais été la suspecte idéale, présente sur les lieux. Mais en appelant malade, j'avais rendu les choses pires. J'avais l'air d'une coupable qui avait organisé un alibi bidon et qui s'était enfuie.
Non, attendez, ai-je dit, mon cerveau d'avocate reprenant le dessus, cherchant frénétiquement une faille. Ma tante a signalé la fraude? Alors elle sait que ce n'est pas moi. Elle va vous l'expliquer. Madame Hélène Bernardo a été très claire, me coupa Riva. Elle est actuellement dans son bureau. Elle est dévastée. Elle nous a dit qu'elle vous faisait une confiance aveugle. Que vous étiez la seule autre personne à avoir accès à certains comptes clients majeurs. Elle nous a dit, et je la cite, qu'elle avait remarqué votre comportement erratique ces dernières semaines. Erratique. Elle nous a dit que vous preniez très mal le deuil de votre père. Que vous aviez des dettes. Elle craignait que vous ne fassiez une bêtise. Le venin. Le pur venin. Elle n'avait pas seulement posé le piège. Elle avait aussi préparé l'histoire. L'avocate instable, en deuil, endettée, qui craque et vole 5 millions d'euros. C'était parfait. Qui allait-il croire? La grande Hélène Bernardo, pilier de la communauté lyonnaise, ou sa nièce, erratique? C'est un mensonge, ai-je crié dans le téléphone. C'est un tissu de mensonges. Elle ment. C'est elle qui m'a demandé mes codes. C'est elle. Madame Bernardo, dit Riva, sa voix se durcissant. Je vous conseille très vivement de vous calmer. Pour l'instant, les preuves matérielles sont accablantes. Et vous êtes officiellement notre principale suspecte. Hélène m'avait piégée, et maintenant elle jouait la victime innocente, la tante le cœur brisé. Elle m'avait jetée au loup. Elle m'avait détruite. J'étais seule. J'étais piégée. La personne que j'admirais le plus au monde, mon idole, venait de détruire ma vie pour de l'argent. Que feriez-vous à ma place? Est-ce que vous tenteriez de vous enfuir, ou est-ce que vous attendriez la police en espérant prouver votre innocence? Dites-le moi honnêtement dans les commentaires. J'ai lu chaque réponse, car à ce moment-là, je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire. Le silence qui a suivi au téléphone était assourdissant. Je pouvais entendre ma propre respiration, sifflante et paniquée. Je n'étais plus une avocate. J'étais une proie. Puis l'inspecteur Riva a posé la question fatale. La question qui, dans son esprit, allait sceller mon sort. Juste une dernière chose, Madame Bernardo. Vous maintenez que vous êtes chez vous depuis ce matin. Est-ce que quelqu'un peut le confirmer? Un conjoint? Un membre de votre famille? Le livreur du petit déjeuner? Mon estomac s'est vidé. Non, ai-je murmuré, la voix brisée. Je vis seule. Un soupir. Un long soupir excédé de l'autre côté. Je vois. Comme c'est, pratique. Mais le jardinier, m'écriai-je soudain, me souvenant. Marius. Le jardinier de l'immeuble. Je vous l'ai dit. Il m'a vu ce matin. Il m'a parlé. Ah oui, le jardinier, répéta Riva, son ton empreint d'un scepticisme total, comme si je venais d'invoquer un ami imaginaire. Celui de 5h02 du matin. Et que vous a-t-il dit, ce Marius? Qu'il avait vu un ovni? J'ai hésité. Qu'est-ce que je pouvais dire? Qu'il m'avait dit de ne pas aller travailler et que je comprendrais à midi? J'aurais l'air d'une folle. Pire, d'une complice qui avait un alibi préparé. Il avait un problème avec l'arrosage, ai-je menti stupidement. Je ne sais plus. J'étais à moitié endormie. Bien sûr. Bien sûr. Écoutez, Madame Bernardo, voici les faits. Voici ce que j'ai sous les yeux. 1. Nous avons reçu un tuyau anonyme vers 11h, nous informant d'une activité frauduleuse imminente sur vos comptes. 11h, le plan d'Hélène était précis. Elle avait effectué le virement à 8h02, puis avait attendu 3 heures pour appeler la police, se donnant le temps de brouiller les pistes et de monter son histoire. 2. Continua Riva, quand nous sommes arrivés à 11h15, votre bureau était en désordre. Des papiers par terre. Vous n'étiez pas là, malgré une réunion cruciale avec votre tante, que votre supérieur nous a confirmé. Mais j'étais malade. Je vous l'ai dit. 3. Votre appel maladie très soudain ressemble fort à un alibi de dernière minute. Tout cela, madame, ressemble à une fuite. Vous ne trouvez pas? Mais je n'ai pas fui. Je vous parle depuis mon appartement, ai-je hurlé,
la panique me faisant perdre tout contrôle. Et pour couronner le tout, ignora-t-il ma protestation, nous avons trouvé des dossiers de transfert bancaire, présignés, dans la corbeille de votre bureau. Des autorisations de virement. Et devinez quoi? C'est votre signature. Mon sang s'est retiré de mon visage. Signé. L'audit. J'ai juste besoin de tes identifiants. Mais elle ne m'avait pas seulement demandé mes identifiants. Je m'en souvenais maintenant. Alix, chérie, pendant que tu es là, signe-moi ces formulaires de mise à jour système. Juste pour confirmer que nous avons bien vérifié ton poste. Une dizaine. Juste des formalités. J'avais signé. Sans lire. J'étais une avocate. Une avocate chez Bernardo et Associés. Et j'avais signé des formulaires vierges pour ma tante parce que je lui faisais une confiance aveugle. J'avais signé ma propre condamnation. Je vous en prie, ai-je supplié, les larmes coulant maintenant sur mon visage. Je n'étais plus une avocate, j'étais une enfant terrifiée. Vous devez me croire. C'est ma tante. Hélène. Elle me piège. Elle m'a fait signer ces papiers. Madame Hélène Bernardo est dans son bureau, en train de collaborer pleinement avec nos équipes, dit Riva, sa patience manifestement à bout. Elle est aussi bouleversée que nous. Elle craint que votre problème lié au deuil de votre père ne soit plus grave qu'elle ne le pensait. Elle s'inquiète pour votre santé mentale. Santé mentale. Le mot était lâché. Elle n'allait pas seulement me faire arrêter. Elle allait me faire interner. Me faire passer pour folle. Une folle endettée et instable qui avait volé 5 millions. Je n'aurais aucune crédibilité. Jamais. Inspecteur? Assez, me coupa-t-il, sa voix maintenant de l'acier pur. J'ai une équipe en route vers votre domicile. Vu la gravité des accusations et votre instabilité évidente, il devrait être là d'une minute à l'autre. Je vous ordonne formellement de ne pas quitter les lieux. Ouvrez-leur la porte et coopérez. Ce sera mieux pour vous. Clic. Il a raccroché. Le téléphone m'a glissé des mains. Il est tombé sur le tapis perçant sans faire de bruit. C'était fini. J'allais être arrêté. Mon nom, ma carrière, ma réputation, tout était fini. Hélène avait gagné. Elle m'avait broyé. Je suis restée assise là, pétrifiée, incapable de bouger, incapable de respirer. J'écoutais, attendant le son des sirènes, le bruit des bottes dans le couloir. J'étais seule. J'étais piégée. C'est alors que j'ai entendu frapper à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas un martèlement. C'était un rythme. 2 coups rapides, un coup long, puis 2 autres coups rapides. Un code. Je suis restée figée. Le code. D'où venait ce code? J'ai rampé jusqu'à la porte, mon corps tremblant si violemment que mes dents s'entrechoquaient. J'ai regardé par l'œilleton. C'était Marius. Encore. Mais cette fois, son visage n'était plus effrayé. Il était dur. En colère. Déterminé. Il a refait le code. Toc toc. Touc. Toc toc. J'ai déverrouillé la chaîne, ma main glissant sur le laiton froid. J'ai ouvert la porte. Ils arrivent, ai-je octé. La police. Ils m'ont appelé. Ils viennent m'arrêter. Je sais, dit-il en entrant rapidement. Il n'a pas attendu d'invitation. Il a refermé la porte et l'a verrouillée à double tour lui-même. J'ai vu la voiture banalisée au coin de la rue. Ils ne mettent pas les sirènes. Ils prennent leur temps. Ils vous encerclent. Qu'est-ce que je vais faire? Je m'effondrais contre le mur, les larmes coulant. Ils croient que j'ai volé 5 millions. Ils croient que je suis folle. Silence, ordonna-t-il. Sa voix. Elle était méconnaissable. Ce n'était plus le murmure du jardinier timide. Elle était grave, autoritaire. Reprends-toi, Alix. La police n'est pas là pour t'aider. Ils sont là pour t'arrêter. Pour te neutraliser. C'est ce qu'Hélène veut. Je l'ai regardée, abasourdie par son ton. Mais pourquoi? Pourquoi moi? Et pourquoi devrais-je vous faire confiance? Je ne vous connais même pas. Marius s'est approché de moi.
Il m'a regardé, et pour la première fois, j'ai vu une profonde, une insondable tristesse dans ses yeux. Mais moi, je te connais, Alix, dit-il doucement. Je te connais depuis le jour de ta naissance. Je me suis reculé. Quoi? De quoi parlez-vous? Je suis le meilleur ami de ton père, dit-il, sa voix se brisant légèrement. J'étais son témoin de mariage. J'étais ton parrain. Ma tête tournait. J'ai dû m'agripper au mur. Non. C'est impossible. Mon parrain il s'appelait François. Il est mort dans un accident de voiture. C'est ce qu'Hélène m'a toujours dit. Hélène, cracha Marius, le nom comme un poison sur ses lèvres. Hélène a dit beaucoup de choses. Hélène t'a menti toute ta vie. François était un ami, oui, mais c'est moi, Marius, qui suis ton parrain. Après l'accident de François, Hélène a tout fait pour m'écarter. Elle ne voulait pas que l'influence de ton père reste. Il m'a attrapé par les épaules. Ses mains étaient calleuses, incroyablement fortes. Ce n'étaient pas les mains d'un simple jardinier. Ton père savait qu'Hélène ne te laisserait jamais tranquille. Il savait qu'elle te voyait comme une menace, comme un pion. Il y a un an, quand il a commencé à se sentir malade, il m'a supplié de venir ici. De trouver n'importe quel travail. J'ai pris ce poste de jardinier. Juste pour veiller sur toi. J'ai promis à Armand que je te protégerais. Je secouais la tête. Je ne pouvais pas y croire. Non, mon père il était faible. C'était un raté. Il a tout abandonné. Il m'a secoué. Pas une gifle. Mais une secousse dure, qui m'a fait mal. N'ose plus jamais dire ça, gronda Marius, ses yeux lançant des éclairs. Tu as cru la mauvaise personne, Alix. Toute ta vie. Tu as cru le bourreau et tu as méprisé la victime. Ton père n'était pas un raté. C'était l'homme le plus courageux que j'ai jamais connu. C'était le seul dans cette famille de vipères qui a osé se dresser contre Hélène. Et elle l'a tué pour ça. Les mots flottaient dans l'air. Tué. Elle l'a tué. L'AVC. Ai-je bégayé? Ce n'était pas un AVC, dit Marius, sa voix se brisant de rage et de chagrin. C'était un poison. Lent. Indétectable. Un poison qu'Hélène s'est procuré grâce à ses contacts. Ton père le savait. Il sentait qu'il s'affaiblissait. Il sentait qu'elle le tuait à petit feu. C'est pour ça qu'il m'a appelé. Je m'effondrais sur le sol, en sanglots. Mais pourquoi? Pourquoi? Les 5 millions, c'est pour ça. Les 5 millions? Marius a ri amèrement. Les 5 millions, c'est de l'argent de poche pour Hélène. C'est une distraction. C'est le piège pour te faire tomber. Pour te faire passer pour folle. Alors pourquoi, ai-je crié? Pourquoi tout ça? Marius s'est accroupi devant moi, son visage à quelques centimètres du mien. Parce que ce n'est pas ce que tu as fait qui l'intéresse, dit-il, sa voix redevenant un murmure urgent. C'est à cause de qui tu es. Il a tapoté la poche de sa veste de travail. Ton père savait qu'elle essaierait de te piéger. De te faire passer pour une criminelle. Il a laissé des preuves, Alix. Des preuves de tout. Mais nous devons partir. Maintenant. J'ai entendu le grincement lourd de l'ascenseur qui s'arrêtait à mon étage. Trop tard, a-t-il murmuré. Ils sont là, ai-je chuchoté, pétrifié. Non, dit Marius, son regard acéré fixé sur la porte. Ils attendent. Ils veulent que tu ouvres. Ne leur donne pas ce plaisir. Il m'a tiré par le bras, me relevant de force. Il y a une autre sortie. Il n'a pas couru vers la porte de service. Il a couru vers la porte-fenêtre de mon salon. Celle qui donnait sur un petit balcon en fer forgé surplombant la cour intérieure. Quoi? Mais... Fais-moi confiance. Il a ouvert la porte-fenêtre. L'air frais du matin m'a frappé. Dehors, le son lointain des sirènes se rapprochait. Pas une seule voiture. Plusieurs. Il ne venait pas juste pour m'arrêter. C'était une opération. Marius, expliquez-moi, ai-je pleuré en le suivant. Ton père n'était pas le « mouton noir », dit-il en enjambant la balustrade.
il y avait un escalier de secours en métal, rouillé et étroit, que je n'avais jamais remarqué, caché par un lierre décoratif. Il était le comptable en chef. Le meilleur. Et il était honnête. C'était ça, son crime. Nous descendions les étages en courant, le métal résonnant sous nos pieds. Un son qui, je l'espérais, était couvert par le bruit de la ville. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle ne se contentait pas de diriger un cabinet d'avocats, haltait Marius, ses 60 ans le rattrapant. Elle le dirigeait comme une banque. Sa banque privée. Elle blanchissait de l'argent. Des millions. Des dizaines de millions d'euros. Pour des gens très dangereux. Des politiciens corrompus, des criminels de l'Est, elle tenait tout Lyon dans sa main. J'ai failli trébucher. Ma tante Hélène. Mon idole. Une criminelle. Et mon père? Ton père l'a découvert. Il y a des années. Il a essayé de la raisonner. Il l'a suppliée d'arrêter, au nom de leur père. Elle a ri. Alors il a essayé de l'arrêter. Il a commencé à rassembler des preuves, en secret. C'est là qu'elle a décidé de le détruire. D'abord sa réputation. Elle a fait circuler des rumeurs, l'a fait passer pour un alcoolique instable, un incompétent. Elle l'a poussé à la démission. Puis, quand il n'a pas lâché l'affaire, elle a décidé de détruire sa vie. Nous avons atteint le bas. Le rez-de-chaussée. La cour était déserte. Marius a forcé une porte de service qui donnait sur une ruelle sombre et humide, puant les poubelles du restaurant voisin. Il m'a poussé à l'intérieur, puis s'est retourné et a coincé la poignée avec un morceau de métal qu'il a sorti de sa poche. Un vrai outil de professionnel. Il s'est tourné vers moi dans la pénombre, sa respiration lourde. Il a sorti une vieille enveloppe en papier kraft, usée, de la poche intérieure de sa veste de travail. Il m'a donné ça il y a 3 mois. Le jour avant sa mort. Il m'a dit, si jamais Hélène s'en prend à Alix, donne-lui ça. Elle saura quoi faire. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine défaire le rabat. C'était l'écriture de mon père. Une écriture élégante, mais tremblante. Une écriture que je n'avais pas vue depuis des années. Ma chère Alix, commençait la lettre. Si tu lis ceci, cela signifie que le pire est arrivé, et qu'Hélène a finalement joué sa dernière carte contre toi. Je suis désolée, ma fille. Je suis tellement désolée. Je n'ai pas été assez fort pour te protéger. Les larmes ont brouillé ma vue. J'ai fait une terrible erreur il y a des années. Quand j'ai compris qui était vraiment Hélène, j'ai cru qu'en m'éloignant de toi, je te protégeais. Je t'ai laissé avec elle, pensant qu'elle prendrait soin de toi, qu'elle t'offrirait la vie que je ne pouvais plus t'offrir. Je n'avais pas compris que je te laissais au loup. Alix, tu es en danger. Pas à cause de ce que tu as fait. À cause de qui tu es. Ton grand-père, il n'a jamais fait confiance à sa fille, Hélène. Il la connaissait. Dans son vrai testament, le testament original qu'Hélène a caché et remplacé par un faux, il m'a tout laissé à moi. L'intégralité de la fortune légitime de la famille. Avec une seule instruction, tout te transmettre le jour de tes 33 ans. Hélène le sait. Elle a passé sa vie à essayer de trouver ce testament, de trouver cet argent. L'argent qu'elle ne pouvait pas toucher. Elle a tué ton grand-père, Alix. Je le sais. Elle l'a empoisonné, lentement. Et elle a fait la même chose avec moi. Le piège des 5 millions, c'est une distraction. C'est pour te faire arrêter. Pour te faire déclarer légalement incapable ou criminel. En tant que seule parente, elle deviendrait ta tutrice, et aurait enfin le contrôle total de l'héritage qui te revient de droit. Ne la laisse pas gagner. Marius sait où se trouve la dernière preuve. Il sait où je l'ai cachée. Fais-lui confiance comme tu m'aurais fait confiance. Je t'aime plus que tout au monde. Papa. Le papier est tombé de mes doigts. Tout. Tout ce que je croyais. Un mensonge. Ma honte. Son échec. Ma fierté. Son amour. J'ai levé les yeux vers Marius, le visage inondé de larmes. Oh. Nous devons bouger, dit Marius. Il a ouvert la porte de la ruelle, vérifiant des 2 côtés. Elle a des gens partout. La police n'est que le début.
Nous sommes sortis de la ruelle en courant. La vieille Peugeot 205 de Marius était garée là, sale, cabossée, une anomalie dans ce quartier de luxe. C'était le camouflage parfait. Nous avons sauté à l'intérieur. L'odeur de terreau, d'huile moteur et de tabac froid m'a submergé. C'était l'odeur de la liberté. Au moment où Marius a mis le contact, le moteur a toussé, a crachoté, puis a vrombi dans un bruit de tonnerre. Au même instant, 2 voitures de police noires, banalisées, ont dérapé au coin de ma rue, bloquant l'entrée principale de l'immeuble. Nous avions quelques secondes d'avance. Marius a appuyé sur l'accélérateur. La petite voiture a bondi en avant. Nous avons filé dans les rues de Lyon, en sens inverse du flot de circulation matinale, ignorant les klaxons furieux. Je regardais en arrière, m'attendant à voir des gyrophares, à entendre des sirènes. Mais il n'y en avait pas. Ils ne nous suivent pas, ai-je dit, confuse. Pas encore, dit Marius, ses jointures blanches sur le volant. Riva n'est pas stupide. Il sait que quelque chose cloche. Il a vu le piège. Mais Hélène a des gens partout. Il doit être prudent. Pour l'instant, nous sommes seuls. Mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Je me suis retourné, le regard fixé sur la route devant moi. Je n'étais plus en larmes. Je n'étais plus paniqué. J'étais rempli d'une rage froide, pure, d'une clarté terrifiante. Elle a tué mon père, ai-je dit d'une voix que je ne me connaissais pas. Une voix morte. Elle a tué mon grand-père. Elle a utilisé mon admiration, ma loyauté, elle m'a retourné contre mon propre père. Elle m'a fait détester l'homme qui essayait de me sauver. J'ai serré les poings si fort que mes ongles se sont enfoncés dans mes paumes, dessinant des croissants de lune sanglants. Elle ne prendra pas ce qu'il m'a laissé. Elle ne gagnera pas. Marius m'a jeté un regard rapide. Un regard de fierté. C'est la fille d'Armand qui parle, enfin. Il serait si fier de toi. Nous avons traversé le Rhône sur le pont Morand, en direction de la presqu'île. Puis, au lieu de continuer vers le centre, il s'est enfoncé dans les rues étroites et pavées du Vieux-Lyon. Le cœur historique de la ville, avec ses traboules et ses secrets. Marius s'est garé dans une petite cour cachée, derrière une boulangerie. Il a coupé le moteur. Le silence soudain était assourdissant, rompu seulement par le cri lointain d'une sirène, beaucoup plus loin. Il s'est penché vers la boîte à gants et en a sorti une vieille tablette électronique, le genre d'engin épais et obsolète, protégé par une coque en caoutchouc. Il me l'a tendue. Qu'est-ce que c'est ? Ton père l'a préparé pendant des années. Il a tout numérisé. Le vrai testament. Les preuves contre Hélène. Et surtout, il a tracé tous les comptes légitimes. L'argent qu'Hélène n'a jamais pu trouver. Elle sait qu'il existe, mais elle ne sait pas où. Ton père l'a caché à la vue de tous. J'ai allumé la tablette. L'écran était pixelisé. Il n'y avait qu'une seule icône. Un lion. Le blason de la famille Bernardo. J'ai appuyé dessus. Un mot de passe était demandé. Et c'est ta date de naissance, dit Marius. Je l'ai tapé. 8 chiffres. Un registre est apparu. Des lignes et des lignes de chiffres. Des comptes en Suisse, au Luxembourg, à Singapour. Pas de l'argent sale. De l'argent propre, investi et réinvesti depuis des décennies. L'héritage de mon grand-père. La fortune qu'Hélène convoitait. Et tout en haut, un nom. Bénéficiaire unique, Alix Marie Bernardo. A activé le jour de son 33e anniversaire. J'ai eu le souffle coupé. Mon 33e anniversaire, c'était la semaine prochaine. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi Hélène avait agi maintenant. Elle n'avait plus le temps. Elle devait me neutraliser avant que je n'entre en possession de cet argent. Où allons-nous, ai-je demandé, ma voix retrouvant sa force d'avocate. Marius a montré du doigt un bâtiment ancien, de l'autre côté de la cour. Une façade discrète, en pierre grise, sans plaque, sans nom. Juste une lourde porte en bois. Dans le seul endroit où Hélène ne peut pas nous atteindre, dit-il. Du moins, c'est ce que ton père espérait. La banque privée la plus ancienne de Lyon. Cette banque, commença Marius alors que nous marchions rapidement vers la porte massive en bois, a été fondée par un ami de ton arrière-grand-père.
Elle fonctionne sur la confiance, pas sur les systèmes informatiques modernes. C'est pour ça qu'Hélène ne l'a jamais trouvé. Ton père a essayé d'activer ce fonds pour tes 33 ans, a-t-il continué, sa voix basse. Il a contacté la banque il y a 3 mois. C'est là qu'Hélène a dû l'apprendre. Il doit y avoir une fuite, même ici. La banque est censée être neutre, mais Hélène a des oreilles partout. Elle a agi vite. Elle l'a empoisonné avant qu'il ne puisse finaliser le transfert et tout te léguer. Mon cœur s'est serré. Il était si proche. Il était mort en essayant de me sauver. Marius n'a pas sonné. Il n'a pas frappé. Il a utilisé une clé squelette en laiton, ancienne, pour ouvrir la lourde porte. Elle a grincé. L'intérieur était sombre, silencieux. Il sentait la cire d'abeille, le vieux papier et l'argent. Un homme minuscule, en sueur, vêtu d'un costume 3 pièces impeccable mais démodé, se tenait dans le hall en marbre. Il se tordait les mains si fort que ses jointures étaient blanches. « Monsieur Marius, dit-il d'une petite voix aiguë. Je ne savais pas quoi faire. Elle m'a appelé. Mon sang s'est glacé. Hélène ? L'homme, le directeur de la banque, Monsieur Durand, a hoché la tête, terrifié. Elle m'a appelé il y a 1 heure. Juste après l'appel de la police. Elle a dit qu'elle savait que je détenais le testament original et les accès au coffre. Elle a menacé mes enfants, Marius. Mes petits-enfants. Elle m'a donné le nom de leur école. Elle a décrit leur trajet. La cruauté d'Hélène était sans fond. Elle n'avait aucune limite. Elle est en route, a continué Durand, les larmes aux yeux. Elle a dit de vous garder ici. De vous retenir jusqu'à ce qu'elle arrive. Je suis désolée. J'ai regardé Marius, la panique revenant en force. C'est un piège. Elle nous a eus. Nous sommes coincés. Non, dit Marius, son calme me glaçant plus encore que la menace. Il a posé une main sur l'épaule de Durand. C'est exactement ce que ton père avait prévu. Il savait qu'Hélène ne pourrait pas résister à l'appât. Il savait qu'elle ne ferait confiance à personne d'autre pour venir chercher l'héritage. Il savait qu'elle viendrait elle-même. Il m'a regardé, ses yeux durs comme de l'acier. C'est notre seule chance de l'exposer, Alix. De la prendre la main dans le sac, ici, loin de son cabinet, loin de ses avocats. Mais elle vient avec des gardes, Marius. Et nous sommes seuls. Nous avons quelque chose qu'elle n'a pas, dit-il. La vérité. Et la clé. Il s'est tourné vers Durand. Monsieur Durand, votre famille est en sécurité. J'ai pris des dispositions il y a des mois, dès que j'ai su que vous étiez le contact d'Armand. Vos enfants et petits-enfants sont dans un avion pour Genève à l'heure où je vous parle. Ils vous attendront là-bas. Ton père s'est occupé de tout. Le soulagement sur le visage de Durand fut si intense qu'il a failli s'évanouir. Il s'est redressé, sa peur remplacée par une juste colère. Merci. Dieu merci. Par ici. Vite. Avant qu'elle n'arrive. Il nous a conduits à travers le hall, vers une porte blindée moderne, ronde, qui détonnait avec le reste du bâtiment. La salle des coffres. Il nous a menés au fond, jusqu'à un mur qui semblait plein. Le coffre 7, dit Durand. Le coffre personnel de votre grand-père. Il n'a pas été ouvert depuis sa mort, en 1998. Selon ses instructions, il ne peut être ouvert que par 2 clés, utilisées simultanément, et une empreinte biologique. Marius a sorti une clé identique à celle qu'il avait utilisée pour la porte d'entrée. J'ai la première clé. C'est la tienne, Alix. Il m'a tendu une clé identique, sortie de la poche de son jean. Ton père l'a cousue dans la doublure de ton vieil ours en peluche. Celui que tu gardes sur ton lit. Il m'a dit que tu ne t'en séparerais jamais. J'ai haleté. Barnabé. Mon vieil ours. Je l'avais depuis toujours. Hélène a une copie de la mienne, dit Marius. Elle l'a volée sur le corps de ton père après sa mort. Mais elle n'a jamais eu la tienne. Et elle n'a pas, ça. Il a montré un petit scanner biométrique, sombre, au centre du mur. C'est notre piège, ai-je compris. Elle a besoin de moi. Elle a besoin de moi vivante pour ouvrir le coffre. Et elle arrive, dit Durand,
regardant un petit moniteur de sécurité noir et blanc. Une berline noire vient de se garer. Elle est là. Alix, dit Marius, son visage grave. Quoi qu'il arrive, tu dois ouvrir ce coffre. C'est notre seule sortie. Fais-moi confiance. Nous nous sommes tenus devant le mur. J'ai glissé ma clé dans la serrure de droite. Marius a fait de même à gauche. Nous avons tourné. Un clic lourd s'est fait entendre. Le scanner s'est allumé en vert. Maintenant, dit Marius, ton pouce, Alix. J'ai appuyé mon pouce sur la plaque de verre froide. La porte du coffre n'a pas fait de bruit. C'était un mur entier qui a glissé sur le côté, révélant une petite pièce, pas plus grande qu'un placard de luxe, éclairée par une lumière douce. À l'intérieur, il n'y avait pas de pile d'or ou de liasse de billets. Juste une simple table en métal au centre. Sur la table, un terminal informatique sécurisé, qui semblait tout droit sorti des années 90, et une boîte en métal gris, fermée. Vite, a dit Marius. Monsieur Durand est resté à l'extérieur, tremblant. Je vais l'accueillir. La retarder. Marius m'a poussé à l'intérieur. Ouvre la boîte. J'ai soulevé le couvercle. Elle contenait un journal relié en cuir noir, le journal de mon père, et deux clés USB identiques, grises, banales. À cet instant, des bruits de pas rapides ont résonné dans la salle des coffres. Des talons aiguilles. Eh bien. Quelle belle réunion de famille. La voix d'Hélène. Froide, amusée, triomphante. Je me suis retournée, le cœur battant. Elle se tenait dans l'embrasure du coffre, impeccable dans son tailleur gris perle. Pas un cheveu ne dépassait. Derrière elle, deux hommes massifs en costume noir, le genre d'hommes qui n'ont pas de cou et dont les vestes peinent à cacher leurs armes. Monsieur Durand était livide, tenu par le bras par l'un des gardes. « Bonjour, ma nièce, dit-elle avec un sourire fin. Elle m'a regardé comme si j'étais un insecte. Tu as toujours été si coopérative. Merci d'avoir fait le plus dur. Vraiment. M'épargner de devoir te traquer aurait été fastidieux. Mon sang s'est glacé. Mais la rage pour mon père, était plus forte. Vous avez tué mon père, ai-je dit, ma voix tremblant de haine. Ton père était un sentimental, dit-elle en haussant les épaules, comme si elle parlait de la météo. Un faible. Comme toi. Il n'a jamais compris que l'argent, c'est le pouvoir. Et le pouvoir ne se partage pas. Il a voulu jouer au héros. Il est mort en héros. Ou plutôt, en raté. J'ai regardé les hommes derrière elle. J'ai regardé Marius. Il n'avait pas bougé, il se tenait à côté de moi, protecteur. J'avais honte de lui, ai-je dit, les larmes me montant aux yeux. Toute ma vie. À cause de vous. J'ai cru que vous étiez forte. J'ai cru que vous étiez ce que je devais devenir. Je vous admirais. Et tu aurais pu, dit-elle, son visage se durcissant. Tu aurais pu tout avoir. Si tu n'avais pas eu sa faiblesse en toi. Si tu n'avais pas été sa fille. Son regard s'est posé sur la boîte dans mes mains. Maintenant, assez de bavardage. Donne-moi la boîte. Non, ai-je dit. Le sourire d'Hélène s'est effacé. Pardon? Je crois que tu ne saisis pas la situation. Mes hommes vont te briser les doigts un par un, puis ils s'occuperont de ton vieil ami le jardinier. Donne-moi la boîte. Non, ai-je répété, plus fort. Prenez-la, ordonna-t-elle à ses hommes. Les deux gardes se sont avancés. Et Marius a explosé. Je ne l'ai jamais vu que comme un vieil homme courbé, s'occupant de rosiers. Mais l'homme qui a bougé n'était pas un jardinier. Il a frappé le premier garde au genou. Un craquement sec a retenti. L'homme s'est effondré en hurlant. Marius a utilisé l'élan de l'homme pour se protéger du second, tout en sortant quelque chose de sa cheville. Ce n'était pas un tasé. C'était une matraque télescopique. Il l'a déployée d'un coup sec. Le terminal, Alix. Maintenant, a-t-il hurlé, en parant un coup du second garde. Hélène, surprise par la résistance, a crié de rage et s'est jetée, non pas sur Marius, mais sur moi. Sur la boîte. J'ai reculé, saisissant les deux clés USB. Le journal est tombé, s'ouvrant sur une page marquée à l'encre rouge.
L'écriture de mon père. Clé 1, transfert. Active l'intégralité du fonds vers ton compte sécurisé à Zurich. Le numéro est dans la tablette. Prends l'argent. Sois libre, ma fille. Vis ta vie. Loin d'elle. Clé 2, révélation. Envoie l'intégralité des preuves, le testament, les registres de blanchiment d'Hélène, les preuves de meurtre au procureur Villiers. Le seul homme honnête que je connaisse. Justice. Hélène m'a griffé le visage, ses ongles manucurés s'enfonçant dans ma joue. Donne-moi ça, petite idiote. Elle essayait de m'arracher les clés USB. Je la tenais à distance. J'avais une seconde. Une seule. Le choix. Je pouvais prendre l'argent. Des millions. Des centaines de millions. Je pouvais être riche. Libre. Disparaître. Vivre la vie qu'Hélène m'avait volée, qu'elle avait volée à mon père. Oh. Je pouvais tout perdre. L'argent serait saisi. Mais je pouvais venger mon père. J'obtiendrais la justice. J'ai vu le visage de mon père dans ma tête, son sourire triste. Ne leur fais pas confiance, Alix. J'ai vu le visage de Marius, se battant pour moi. J'ai choisi. J'ai choisi la révélation. Avec toute ma force, une force née du désespoir et de la rage, j'ai poussé Hélène contre le mur du coffre. Elle a heurté le métal avec un bruit sourd, surprise par ma résistance. Non, a-t-elle hurlé. J'ai enfoncé la clé 2, celle marquée « Révélation », dans le port USB du vieux terminal. L'écran s'est allumé. Authentification. Envoi en cours. Destinataire, procureur Villiers. Une barre de progression est apparue. 10%. 20%. Hélène est devenue folle de rage. Elle s'est relevée, ses cheveux impeccables enfin en désordre, ses yeux injectés de sang. Elle a vu quelque chose sur la table que j'avais fait tomber. Un lourd coupe-papier en métal, laissé là par la banque. Tu as tout gâché, a-t-elle craché. Tout. Petite peste ingrate. Dehors, Marius était à terre. Le premier garde était inconscient, mais le second, le plus grand, tenait Marius par le cou, le soulevant du sol. Il suffoquait. Hélène a levé le coupe-papier. Elle n'a pas visé le terminal. Elle m'a visé. Droit au cœur. Si je ne peux pas l'avoir, siffla-t-elle, personne ne l'aura. Tu mourras comme ton faible de père. Elle a levé le bras pour frapper. L'écran affichait 90%. Bang! La porte d'entrée de la banque, celle en bois massif, a explosé. Le son a résonné jusqu'à nous comme un coup de tonnerre. Police! Ne bougez pas! Au sol! L'inspecteur Riva se tenait là, dans l'embrasure de la salle des coffres, son arme pointée, non pas sur moi, mais sur Hélène. Derrière lui, une demi-douzaine d'officiers en tenue d'intervention, casqués, armés. Hélène s'est figée. Son bras était toujours levé. Le coupe-papier en métal est tombé de sa main avec un cliquetis pathétique sur le sol en marbre. Le garde, surpris, a lâché Marius, qui est tombé au sol en toussant et en reprenant son souffle. Sur l'écran du terminal, j'ai vu les mots « Transfert terminé ». Madame Hélène Bernardo, dit Riva, sa voix résonnant dans le petit coffre, vous êtes en état d'arrestation pour la tentative de meurtre d'Alix Bernardo, pour la fraude de 5 millions d'euros, pour le blanchiment d'argent en bande organisée. Il s'est approché, sortant les menottes de sa ceinture, alors que ses hommes maîtrisaient le garde et aidaient Marius. Et pour les meurtres d'Armand et de Grégoire Bernardo. Hélène m'a regardé. Son visage n'était plus en colère. Il était vide. La haine pure, froide, morte. Elle avait perdu. Elle ne m'a rien dit. Elle a juste tendu les poignets. Plus tard, j'étais assise dans une ambulance, une couverture de survie sur les épaules, regardant Marius se faire soigner une côte cassée. Riva s'est approchée de moi. Vous avez été très courageuse, Madame Bernardo. Comment saviez-vous, ai-je demandé, ma voix faible. Riva a souri. Le procureur Villiers a reçu votre email. Il attendait ça depuis des mois. Il avait des soupçons sur Hélène, grâce à un informateur anonyme qui lui envoyait des bribes d'informations depuis un an.
Mon père, ai-je murmuré. Riva a hoché la tête. Armand Bernardo. Il a tout planifié. Il savait qu'Hélène vous piégerait pour la fraude. La fraude de 5 millions, c'était de l'argent qu'elle volait à ses propres partenaires criminels. Elle essayait de faire d'une pierre deux coups, les voler et vous faire accuser. Votre père a prévenu Villiers que le jour où cette fraude aurait lieu, ce serait le signal. Que vous seriez celle qui détiendrait la preuve finale. L'héritage de mon grand-père ? Il est gelé. L'enquête est en cours. Avec toutes les preuves de blanchiment, il sera probablement saisi par l'État. Je ne le verrai jamais. Je m'en fiche. J'ai perdu mon travail. J'ai perdu l'appartement. J'ai perdu la famille que je croyais avoir. J'ai perdu des millions. Mais j'ai récupéré mon nom. Et j'ai récupéré l'honneur de mon père. Parfois, la famille dont nous héritons n'est pas celle que nous choisissons. J'ai appris, ce jour-là, que la véritable force ne réside pas dans le pouvoir ou l'argent, comme le croyait Hélène, mais dans l'intégrité, comme le savait mon père. Si vous pensez que la vérité, peu importe à quel point elle est sombre ou douloureuse, doit toujours être révélée, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Et maintenant, j'aimerais vous entendre. Avez-vous déjà dû choisir entre votre famille et ce qui était juste ? Avez-vous déjà été trahi par quelqu'un en qui vous aviez une confiance aveugle ? Partagez vos histoires et vos émotions dans les commentaires ci-dessous. Je vous lis tous.